Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo anniversaire de la chaîne. Alors aujourd'hui on va parler... Ouais bon, vous avez compris. Et oui, je sais, encore. Mais bon, l'année dernière, j'ai fait une exception. On n'a pas parlé d'Elisabeth, hein. Et ça faisait quand même longtemps, mine de rien, qu'on n'a plus parlé. Beaucoup trop longtemps qu'on n'a plus parlé d'Elisabeth sur cette chaîne. Ce qui est très étrange. Donc voilà, nouvelle vidéo anniversaire. On reparle d'Elisabeth, c'est comme ça. En fait, je crois que la chaîne va s'auto-détruire si je parle pas d'Elisabeth pendant un trop long moment, en fait. C'est ça. Bon, allez, trêve de plaisanterie, plus sérieusement. Du coup, aujourd'hui, on va parler de la version d'Elisabeth que j'ai vue aux Pays-Bas. Et oui, contre toute attente, j'ai encore des trucs à dire sur cette pièce. Ça ne s'arrêtera jamais. Et honnêtement, même moi, je m'y attendais pas. Je m'y attendais à revoir une version d'Elisabeth et me dire, bah, c'est sympa, il la rejoue, nouvelle langue, nouveau pays. J'ai encore jamais été voir Elisabeth en néerlandais. Donc, ça peut être sympa. J'aurai certainement des trucs à dire. J'ai hâte de voir comment ils vont faire. Je m'attendais pas à une grosse vidéo. Et j'ai été vachement surpris. Il y a beaucoup plus de trucs à dire sur leur version d'Elisabeth que prévu. Du coup, entrons dans le vif du sujet, on va voir ça tout de suite. Alors on va tout de suite entrer dans la pièce en commençant par parler de la mise en scène. Je refais pas un résumé d'Elisabeth, si vous me suivez depuis un petit moment, je crois que vous connaissez à connaître. Hein. Et surtout que là, je vais directement comparer avec la pièce de base. Donc dans tous les cas, si vous connaissez pas Elisabeth, je vous invite à aller voir mes autres vidéos dessus. Pour le coup, je m'attendais pas à une version aussi différente de ce que j'ai l'habitude de voir. Franchement, j'ai été très surpris. On va voir ça tout de suite et on va commencer, comme je le disais, par la mise en scène. Alors, niveau scénographie, on a des décors assez minimalistes, assez simples. On est dans une ambiance très froide, très neutre pour que le plateau puisse s'adapter facilement aux différents endroits dans lesquels la pièce va nous faire voyager. Les seules choses qui vont changer, c'est les projections qu'il y aura tout autour. Je sais, vous me connaissez, j'aime pas la projection, mais pour le coup, ça marchait avec leur version d'Elisabeth. C'était tellement différent. On n'était plus du tout dans la même vibe de gros décors qui arrivent, de la royauté. C'était pas du tout cette vibe-là. Donc pour le coup, la projection m'a pas dérangé. Surtout qu'au contraire, c'était assez bien pensé parce que c'était pas juste on a quasi pas de décor et puis t'inquiète, dans le fond t'as l'image qui bouge, t'inquiète, ça fait le taf. Ils ont vraiment réfléchi à cette projection, à la manière dont elle la laisse s'incruster avec la scène, parce que comme vous pouvez le voir, il y a vraiment tout autour des sortes de fenêtres dans lesquelles les projections vont s'impliquer, que ce soit pour donner l'illusion d'une pièce décorée avec des tableaux, donner l'illusion qu'on est dans un bâtiment et que les projections sont des fenêtres vers l'extérieur. Non, pour le coup, je trouvais que ça marchait assez bien et que c'était une bonne idée d'avoir fait ça. Parce que comme je le disais, la direction artistique d'Elisabeth était très différente de ce à quoi on est habitué. Donc pour le coup, la scénographie, je trouvais qu'elle faisait assez le taf et j'ai été agréablement surpris. C'est ce genre de spectacle dans lequel la projection est bien gérée, marche bien et surtout est pertinente. On était cette fois dans une version d'Elisabeth un peu moins onirique que ce dont on a l'habitude de voir, parce que même si ça parle de sujets graves, type la mort, le suicide, tout ça quoi, Elisabeth, ça a toujours été une pièce très romantique, même si les sujets sont assez durs, c'est une pièce qui mine de rien fait toujours un peu rêver. Là, on est vraiment très dans le réel, très dans le concret, et ça va se ressentir sur plein d'aspects. On le capte notamment dès le début, où on a Lucchini, dans la version originale, on a la voix mystérieuse et caverneuse qui lui dit Lucchini, pourquoi as-tu tué Elisabeth? Et Lucchini qui dit c'était la mort qui voulait la tuer, nanani nanana. Là, on n'a pas de voix caverneuse, on est dans le concret, on a Lucchini qui est dans la salle d'audience durant son procès ou dans sa cellule en prison, je suis pas sûr à 100%, mais on a Lucchini qui n'est pas dans le royaume des morts, dans le noir abyssal, il est dans un environnement concret et c'est pas une voix caverneuse qui lui pose des questions, c'est l'ensemble qui semble être des espèces de journalistes. Honnêtement, c'est un petit peu flou à ce niveau-là. Je vais pas mentir, vous le constaterez au fil de l'analyse, mais il y a pas mal de trucs un peu flous dans cette mise en scène, notamment l'ensemble. Si sur le coup, j'ai trouvé que c'était une bonne idée que ce soit l'ensemble qui demande ça à Lucchini, étant donné qu'on est direct dans le très concret, je me suis dit ok, c'est pas mal. C'est les gens qui sont là en mode un peu des journalistes ou alors les membres de la cour d'assises qui lui disent mais Lucchini, pourquoi t'as fait ça? Et on voit qu'ils avaient des calepins, etc. Et au début, j'ai cru que c'était effectivement soit des membres de la cour d'assises, soit des journalistes. Et puis en fait, on comprend que ce sont des peintres. On voit qu'il y a pas mal de taches multicolores qui sont des taches de peinture sur leurs vêtements. Et que le calepin qu'ils ont dans les mains, c'est pas un truc de journaliste pour prendre des notes, c'est plus un truc de peintre ou d'artiste pour illustrer le moment. Du coup, on peut un peu considérer que ce sont, en l'occurrence pour la scène du début, des membres de la cour d'assises. Et là, on va être aussi très ancré dans le réel, c'est que toute l'histoire d'Elisabeth est directement racontée par Lucchini. Bon, vous allez me dire, c'est toujours ce que Elisabeth a fait, mais Lucchini, il revenait plutôt de temps en temps pour faire un peu des interludes. Là, les scènes qu'il raconte,
c'est pas je raconte un truc et puis boum, on est transporté dans la scène. Là, il raconte un truc et oui, on est transporté dans la scène. C'est pas juste une comédie musicale de Lou Kenny qui raconte tout sans que les choses soient illustrées, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, Dieu merci, parce que ce serait effroyablement chiant comme comédie musicale. Mais là où je veux en venir, c'est que cet ensemble de peintres, il va vraiment suivre Lou Kenny tout au long de la pièce, dans le 3/4 des tableaux, si pas tous. On a Lou Kenny qui est là, et l'ensemble qui sont vraiment là pour prendre des notes et commenter, dessiner et réagir par rapport à ce qui se passe. Comme si c'était un peu des spectateurs invisibles, comme si ils étaient transportés dans le passé et qu'ils voyaient vraiment de leurs propres yeux directement ce que Lou Kenny racontait. Et ça change vachement de toutes les versions d'Elisabeth que j'ai pu voir, et j'ai trouvé ça une bonne idée qu'ils présentent ça comme ça, parce que c'est pas fait gratuitement. On voit que dès le début, leur volonté, c'est un truc concret de Lou Kenny qui raconte, et puis boum, la cour d'assises, ou quoi qu'il soit, sont transportés dans ces scènes du passé, et du coup on les voit vraiment là physiquement, et c'est comme si du coup on faisait presque un peu partie de la cour d'assises et du procès de Lou Kenny, et que nous aussi on était transportés dans le passé avec eux, et qu'on réagissait aux différents tableaux au même titre qu'eux. Donc c'était vraiment une très bonne idée, et surtout c'est assez original pour le coup, parce que moi perso, je sais si j'en ai vu des versions d'Elisabeth, j'avais encore jamais vu cette direction artistique là. Donc dans l'idée c'est vraiment top, et dans l'exécution c'est pas mal non plus. Après j'ai dit pas mal, pas parfait du tout. Parce que le souci, c'est que tout l'ensemble n'était pas dans cette idée-là. Et du coup, je comprenais pas vraiment ce qui différenciait certains personnages de l'ensemble que d'autres. Faut savoir que dans toutes les différentes scènes de la pièce, donc les différentes scènes du coup du passé de ce que Lou Kenny raconte, c'est-à-dire de toute la vie d'Elisabeth et de son histoire d'amour avec la mort, et tout ce qui va l'amener du coup à mourir forcément, donc c'est là-dessus que Lou Kenny se justifie. Nos peintres, ils vont participer à ces scènes-là en tant qu'ensemble, pas juste pour réagir, mais aussi de manière active. Par exemple, quand il y aura un rôle d'ensemble qui fera partie des rôles du passé, par exemple d'une gouvernante ou que sais-je, ce sera toujours l'ensemble du début qui participera, mais pas en mode on s'est changé, même si on est les mêmes comédiens, on n'est pas les mêmes personnages. Non, non, c'est vraiment eux qui vont participer à la vie active du passé, et c'est, je trouve, l'idée vraiment pas mal. Sauf que tout le monde ne fait pas ça. Par exemple, on a une scène avec Sophie et t'as toute sa cour de dames de compagnie qui est là. Là du coup, c'est nos fameux peintres qui sont toujours habillés en peintre. C'est eux qui participent et qui illustrent le truc. Je trouve ça assez sympa. Sauf que t'as certains moments où certains personnages secondaires qui sont joués par l'ensemble sont changés en habits d'époque. T'as notamment la gouvernante de Rudolf. Pourquoi elle est habillée comme un personnage d'époque. Ou alors à un autre moment, Elisabeth va en Hongrie. On a des révolutionnaires hongrois qui sont là, mais encore une fois, ils sont habillés en vêtements d'époque. D'ailleurs, je fais un petit point sur ces révolutionnaires hongrois. Il y a effectivement une sous-intrigue dans Elisabeth de révolution hongroise, mais là, la sous-intrigue, elle est vraiment pas là. Donc pourquoi avoir fait apparaître ces personnages? Pourquoi leur avoir donné les lignes de dialogue qui introduisent la sous-intrigue qui arrivera par la suite si elle ne va pas arriver? Leur apparition était vraiment curieuse pour le coup. Du coup, je comprends pas pourquoi t'as certains rôles secondaires qui sont ancrés dans le passé et t'en as d'autres qui sont illustrés par les figures du présent. Pour le coup, j'ai pas trouvé ça très clair et très cohérent. Et encore, si leur choix avait semblé explicitement justifié, j'aurais pu comprendre, mais là pour le coup, je comprenais vraiment pas pourquoi c'était l'ensemble peintre qui participait à tout le truc, et puis que par-ci par-là, t'avais quelques personnes qui étaient dans les rôles secondaires, mais qui étaient quand même avec les habits d'époque, en mode on est des personnages, on est des fantômes du passé quoi. Et malheureusement, c'est un peu le cas de la mise en scène dans sa globalité. Si elle apportait beaucoup de très bonnes idées, très originales et surtout super innovantes pour Elisabeth, globalement, il y avait plein de trucs pour lesquels la mise en scène était vraiment pas claire. Par exemple, on a le premier tableau dans lequel on voit Franz, dans la version originale, il est là en train de faire ses devoirs d'empereur à son bureau. On comprend que c'est un homme super occupé, il y a sa mère qui chante derrière lui, on comprend que c'est un homme super occupé, mais sous l'influence de sa mère Sophie, enfin voilà. Mais la pièce ne se contente pas de ça. Après avoir fait ses trucs à son bureau, il va se lever, taper la pause, et on aura l'ensemble peintre qui du coup va le peindre. Et ça c'est pas mal d'avoir fait ça, parce que oui, être empereur c'est être à son bureau et prendre des décisions importantes, mais c'est aussi taper la pause pendant 5 heures pour que les gens peignent ton portrait. Et c'est chouette d'illustrer ça, et du coup t'as France qui fait sa chanson là-dessus, et c'est pas mal, et en plus ça fait participer l'ensemble au tableau. Non, franchement ça marche bien, t'as plein de bonnes idées comme ça qui sont innovées, mais à chaque fois les idées comme ça vont pas au bout du truc. En l'occurrence, t'as France qui pose avec une espèce de marionnette bleue, une espèce de poupée de chiffon grandeur nature. J'ai essayé de me renseigner, est-ce que à l'époque, quand il devait poser à plusieurs et que tout le monde n'était pas dispo au même moment, il posait avec des poupées de chiffon pour que du coup le peintre il puisse faire le tableau avec les deux personnes séparément. J'ai vraiment essayé de me renseigner là-dessus, est-ce que ça se faisait à l'époque? J'ai rien trouvé a priori à ce niveau-là, donc je crois pas que c'était pour ça, je crois que c'était pour signifier un truc.
mais du coup qu'est-ce que ça représentait, sachant que Fran s'habille en bleu et que la poupée est bleue, est-ce que ça signifie que vu que c'est une poupée de chiffon, qu'il est un peu passif et que la poupée le représente lui. Le fait qu'il tape la pose comme ça avec tous les peintres autour, on a l'impression que toute la pièce est vraiment axée sur la peinture, que vraiment la peinture c'est un peu le fil conducteur de toute l'histoire, entre les membres de la cour d'assises qui sont des peintres, Franz qui dès son arrivée il va juste après taper la pose pour qu'on peinte son portrait. Il y a clairement une métaphore qui est glissée là-dessous, mais perso je l'ai pas compris. Et c'est dommage parce qu'on voit toutes les idées qui sont amenées, mais on a l'impression qu'elles vont pas au bout, ou alors elles ont essayé mais de manière pas suffisamment compréhensible pour le spectateur, et ça rend certains tableaux, en l'occurrence la poupée de chiffon, un petit peu curieux. On se pose des questions, on voit pas tout de suite la symbolique du machin, et pour le coup je l'ai même pas trouvé du tout. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour le coup. Et aussi malheureusement il y a quelques autres tableaux qui étaient pas très clairs non plus, mais pour d'autres raisons, cette fois indépendamment de l'ensemble. Bon, c'était un petit peu un tout, mais pour le coup c'était pas directement relié à cette histoire de peinture et tout ça. Là on était vraiment dans une question purement de mise en scène et de dynamisme et de gestion du plateau. Alors je disais que la pièce était très concrète et beaucoup moins onirique que ce à quoi Elisabeth a pu nous habituer. Alors on sait que Sissi a toujours eu, dans la vraie vie je veux dire, une relation très bizarre avec la mort. Enfin voilà, elle était pas heureuse dans sa vie, elle était dépressive, elle écrivait des poèmes vraiment pas joyeux. Enfin voilà, ça c'est un fait sur Sissi l'impératrice qui est réel malheureusement. Et dans la version originale c'est ce truc là qui est exploité et qui a personnifié son obsession pour la mort. Et je dirais pas non plus que la pièce de base romantise la dépression et le suicide, mais tout est un peu enjolivé. Enfin tous ces thèmes très crus, très dramatiques sont dans un beau papier cadeau. Et pour le coup, dans cette version-ci, le beau papier cadeau n'est pas du tout là. Les mêmes thèmes sont abordés, l'histoire est la même, mais le bel emballage qui rend le tout un petit peu romantique, un petit peu joli, bah là on est juste en mode ah oui c'est hard, c'est dur sa vie. Plusieurs moments on voit Elisabeth qui se pique, qui prend de la drogue, enfin c'est pas fun. Et ça c'est des aspects de la vie de Sissi qui étaient réels. Cette femme n'allait vraiment pas bien mentalement et physiquement. Des trucs qui dans la version de base sont retranscrits sous la forme de sa relation amoureuse avec la mort, mais qui pour le reste ne sont pas montrés crûment comme c'est le cas dans cette version-ci. Là ils ont, comme je le disais, vraiment pas hésité à montrer Elisabeth en train de se piquer. C'est vraiment pas un truc qu'on s'attend à voir dans une comédie musicale sur Elisabeth. C'est tellement pas l'ambiance de la pièce, et là ils ont pas hésité à montrer les trucs, à pas cacher sous le tapis tous les trucs un peu, on cache un peu les mauvais trucs quoi. C'est tellement surprenant, surtout quand t'es un habitué comme moi de la pièce, voir ça d'un coup tu te fais ah ouais, ils ont fait ça culotté, mais très intéressant. Et finalement je dirais que faire ça, ça pousse vraiment le sujet qui est abordé de manière un peu onirique, un peu métaphorique, jusqu'au bout du truc. C'est un moyen d'encore innover cette pièce vue et revue. Et bon, je vais pas trop m'éparpiller là-dessus pour le moment, mais là où je voulais en venir, pourquoi je parle de ça maintenant, c'est parce que du coup, par exemple, un des trucs qui rend une certaine mise en scène pas claire, on a Elisabeth qui se pique un moment et puis du coup elle tombe un peu dans les pommes, enfin voilà, elle est un peu dans les vapes, elle fait une espèce de transe, je sais pas trop, mais du coup elle est allongée sur une espèce de table. Pendant ce temps-là, t'as une chanson qui se passe. À côté, en fond, t'as Lucchini qui est aussi là, parce que Lucchini il est aussi quasiment tout le temps là, et je sais pas ce qu'il fait, il se déshabille, il enlève sa chemise et il se lacère avec un couteau. Ça veut sûrement dire des trucs, mais juste là il se passe trop de trucs au plateau. Je veux dire, t'as Elisabeth qui est là au milieu morte, alors que c'est une scène dans laquelle Elisabeth n'est pas du tout là à la base. Là elle est là au milieu du plateau, à moitié en train de phaser. T'as Lucchini qui fait ses trucs en fond, et surtout qu'après il reste torse nu pour les scènes qui suivent, et du coup c'est perturbant, c'est un peu déconcentrant. Parallèlement à ça, t'as la chanson, t'as la mise en scène des deux personnages qui sont en train de chanter à l'avant-scène, et pour le coup ça rend le tout très fouillis. Et si encore Elisabeth, ils ont décidé de la laisser là parce qu'elle vient de se piquer et que du coup elle est en transe, même si c'est bizarre qu'elle soit là pour cette scène, parce que la scène qui se passe en avant n'a rien à voir avec elle, elle a rien à faire là. Si au moins on comprend qu'elle est là parce qu'elle est tombée dans les pommes à la scène d'avant, c'est ok. Mais Lucchini qui fait ses lacérations en fond à moitié à poil, les gars, vous m'avez perdu là, pour le coup, vous m'avez perdu. J'ai fait ce que j'ai pu, mais là, j'ai été juste en mode... Mais il se passe trop de trucs. Et puis au final, la chanson, qui est un tableau fort, qui raconte des trucs forts, qui est un des tableaux les plus emblématiques d'Elisabeth, j'ai pas pu être à fond dedans parce qu'il se passait juste trop de trucs, je ne savais plus qui regarder en fait. Ou alors t'as un autre passage aussi, Kitsch, la chanson juste après l'entracte, pendant que Lucchini chante Kitsch, donc la chanson, je sais pas si j'ai même déjà expliqué de quoi elle parle. Il parle de la vie d'Elisabeth, que tout le monde s'arrache les journaux, qui parle d'elle, des goodies sur elle, que voilà sa vie.
au final, bah, c'est devenu une espèce de télé-réalité pour le peuple viennois de l'époque, en tout cas l'équivalent quoi. Que tout ce qui se passe dans sa vie, bien ou mal, bah c'est juste du divertissement pour le peuple et que pour la plupart des gens, c'est juste une figure qu'ils admirent mais avec pas grand chose derrière. Dans Kitsch, bah voilà, la chanson porte son nom. Donc Kenny parle de ça, que la vie d'Elisabeth, bah quand même c'est la vie d'une vraie personne, bah au final elle est devenue un peu kitsch, que tout ce qu'il y a autour d'Elisabeth, le merch, tout ça c'est kitsch, les ragots c'est kitsch, et il se fout un peu de la gueule de la situation. D'ailleurs là encore, on a cette projection qui est utilisée comme au début quand il parle d'Elisabeth, au moment où il ramène tous les gens dans le passé, dans les trous qui sont dans les décors destinés à accueillir les projections, on a des projections qui apparaissent pour donner l'impression que des tableaux surgissent, comme si on était petit à petit transporté dans le château de Schönbrunn de l'époque. On voit vraiment ces peintures qui petit à petit apparaissent, sont de plus en plus travaillées, et ça du coup la transition de je suis dans le présent et je vous fais vraiment voyager directement avec moi, on traverse les couloirs du temps, ça marche très très bien. Et là encore une fois quand il parle de kitsch d'Elisabeth, bah là pareil ils se servent de la projection pour illustrer tous les articles de journaux, le merch que les gens achètent dans les différents trous prévus à cet effet, ça marche très très bien. Mais là où je voulais en venir, c'est que à la fin de la chanson Kitsch, t'as tout l'ensemble qui est là, qui est rassemblé, on sent qu'il va se passer un truc, t'as Lou Kenny qui commence à tirer une espèce de corde, et on se dit ok, qu'est-ce qu'il y a au bout de cette corde? Mais au final, il y a rien. Juste, il tire la corde dont l'autre bout est tendu dans les coulisses, c'est pour ça qu'on s'attend à voir un truc stylé. Et au final, non, il y a juste rien au bout de cette corde. Il tire la corde et à la fin, t'as juste les villageois, enfin l'ensemble peintre qui tiennent la corde. Pourquoi? Ok, ça leur scène dans une scène après où ils sont en train de voir Elisabeth et de l'acclamer et du coup la corde c'est comme si c'était une barrière. Mais bon, je trouve que ça suffit pas pour faire vraiment comprendre l'utilité de cette mise en place de la corde qui au final, bah... la corde est là et à part ça elle sert à quoi? Il n'y avait pas besoin d'avoir une corde en guise de barrière, pourquoi faire tout ce truc dont on amène la corde? Et cette corde c'est pas la seule fois qu'elle est là parce qu'elle revient par la suite. Au moment où il y a la mort qui rencontre Rudolf pour la première fois durant son enfance, à la fin de leur chanson à deux, la mort veut l'emmener en tenant cette fameuse corde, donc il tient la corde, Rudolf tient la corde et ils vont partir tous les deux du plateau. Sauf qu'à la dernière minute, Rudolf prend peur, lâche la corde et s'enfuit. Sauf que quelques scènes plus tard, quand Rudolf est adulte et qu'il revient avec la mort, il revient en tenant cette corde. C'est dommage du coup que Rudolf, la scène d'avant, ait lâché la corde. Ça a coupé un fil rouge qu'ils auraient pu amener et voilà, encore une fois, on sent que cette corde est là pour un truc, qu'elle voulait instaurer quelque chose. On voit qu'il y a eu une idée, mais l'idée, on n'est pas trop sûr de ce qu'elle est vraiment vu que ça marche pas trop, enfin c'est pas clair et voilà, on retrouve cette idée que c'est pas fini, que ça va pas au bout du truc et du coup, ça te fait juste te poser des questions sur le pourquoi du comment. Après là je m'attarde sur les aspects négatifs, mais la mise en scène globalement elle était quand même plutôt bien pensée et le tout n'était pas totalement incompréhensible. Ça peut peut-être donner l'impression parce que je parle que de ça, mais globalement la mise en scène avait quand même pas mal de bonnes idées. Mais là où la pièce m'a vraiment le plus surpris, c'est sur la relation entre la mort et Elisabeth. Quand la mort arrive la première fois, alors ça c'est un truc, pour le coup je me suis dit ah non, quand la mort arrive pour la première fois, il arrive la clope au bec. Alors, moi perso, je suis contre le fait de fumer sur scène, même si c'est dans le cadre de la pièce, avoir une vraie clope. Moi, j'estime que les personnes du premier rang n'ont pas demandé à être victimes de tabagisme passif. Mais bon, c'est pas le débat. Mais le fait est que, pour le coup, il y avait ce fait-là, le fait que moi j'étais assez proche, que l'odeur de clope me dérangeait, que pour le principe, j'aime pas du tout quand il y a des comédiens qui fument sur scène. Même si c'est dans le cadre de l'histoire, je m'en fiche. J'ai eu non. Il y avait déjà ça qui me dérangeait personnellement et qui m'a du coup sorti du truc. Et aussi le fait que, oh oui, c'est la mort, donc il fume parce que fumer tue, vous avez compris. Je me dis, mais non, la mort il fume pas, enfin c'est quoi? C'est pour lui donner un genre cool? Non, fumer ça donne pas un genre cool. Il avait une autre vibe esthétiquement parlant, un truc beaucoup plus moderne, beaucoup plus bad boy que la mort dans les autres versions qu'on a pu analyser sur ma chaîne. Mais bon, voilà la clope. Pour toutes ces raisons-là, ça m'a sorti du truc. Il arrive, il fait sa super chanson, et moi, plutôt que de profiter, vraiment, j'ai pas pu m'empêcher de me dire « Oh non, mais putain, il a une clope, pourquoi il a une clope? Est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que j'aime bien ou pas? Ouais, d'accord. Ah mais non, parce que ceci, cela, juste je réfléchissais. Je pensais à cette clope pendant toute la chanson, je me dis est-ce que c'est juste pour le début? Est-ce qu'il va l'avoir tout le temps? Est-ce que dès qu'on va le voir arriver, il aura sa clope dans les mains? Surtout qu'à un moment, il danse avec Elisabeth, parce que pour la chanson d'après, la fin du bal, il danse avec Elisabeth, mais il a sa clope dans les mains qui le gêne. Ça le gêne pour danser, il a une main qui n'est pas libre. Je me dis mais oh mais pire idée de faire ça, pire idée. Et si au début ça me sortait vraiment du truc, que ça me saoulait presque de voir la mort arriver avec cette cigarette, pour toutes les raisons que j'ai citées, j'ai fini par
comprendre au fur et à mesure que la pièce avançait. Cette idée rejoint en fait leur interprétation d'Elisabeth. Ça rejoint, bah voilà, je parlais du fait qu'elle s'était piquée là à un moment dans la pièce. Ça rejoint ce truc-là, ça rejoint cet aspect très cru, la manière très concrète de raconter l'histoire, ça rejoint ça en fait. Et si je l'avais pas capté dès le début, le moment où je me suis dit, ah oui, ok d'accord, c'est pour la chanson Wenn ich tanzen will, une chanson qui a une espèce de clash entre Elisabeth et la mort, où t'as Elisabeth qui est acclamée par le peuple hongrois, et t'as la mort qui est là, et Elisabeth lui dit t'as vu, j'ai pas besoin de toi, moi je réussis toute seule dans ma vie, tu ne me sers à rien, arrête de me harceler, ma vie elle est trop bien sans toi. Et t'as la mort qui lui dit non non, là si t'en es là maintenant, c'est grâce à moi, c'est moi qui scelle ton destin, tu finiras inévitablement par tomber dans mes bras, tu n'es pas maître de ton destin, je suis maître de ton destin. Et Elisabeth non non c'est moi, et la mort non non c'est moi. C'est vraiment un clash cette chanson à la base. Et ben là c'était pas du tout le cas. Là ils étaient juste tous les deux tranquillement assis l'un à côté de l'autre en fumant une petite cigarette. Voilà, la mort tire une taffe, il passe la clope à Elisabeth qui tire une taffe aussi, parce que voilà, Elisabeth fumait aussi. Ils ont pas juste décidé de faire fumer Elisabeth sans aucune raison, que personne s'insurge par rapport à ça. Et donc voilà, je disais, la mort tire une taffe, il passe la clope à Elisabeth, ça, il tire une taffe aussi. Et ce clash, bah, c'est toujours un clash parce que bah, les paroles, même si elles sont traduites dans une autre langue, bah, elles sont les mêmes, elles racontent la même chose. Mais la mise en scène ne fait plus du tout de cette chanson le gros clash que je vous ai décrit juste avant. Là oui c'est un petit clash mais c'est plus une boutade entre potes en fait. Ils sont là en mode ah t'as vu, c'est moi le meilleur, ouais bon c'est toi le meilleur, c'est quand même un peu grâce à moi. Elisabeth en mode ah mais bien sûr que non, ah t'es con va. Là on a vraiment l'impression de voir deux amis qui se marrent ensemble. Et ce passage de cigarette entre les deux, en plus de signifier le fait que c'est la mort qui l'incite à fumer, c'est la mort qui l'incite à se piquer, parce que Elisabeth elle faisait vraiment ça dans la vraie vie, et que bah du coup vu que c'est la mort on a compris subtilité machin bazar, en plus du fait de signifier ça qui est pas super original ni super subtil, avant toute chose ce passage de taf entre les deux, bah ça montre une certaine complicité, hein, mine de rien. Tu vois deux personnes qui se font passer une clope, bah tu sais qu'ils ont une relation de complicité, tu sais que c'est deux personnes proches. Et là bah vraiment la cigarette pour le coup elle a vraiment bien servi à montrer la complicité et la relation des deux, qui n'est plus du tout la relation de rivalité et d'amour-haine qu'on a dans la version de base. Là on a vraiment tout le long de la pièce l'impression de voir deux potes. Et non seulement c'est super original d'avoir fait ça, parce que pour le coup toutes les versions d'Elisabeth que j'ai vues, et il y en avait certaines, Dieu sait si elles étaient différentes en termes de mise en scène et de la manière de présenter les choses. Il y en a même qui se sont permis de totalement changer le point de vue de la pièce. Enfin voilà, je vais pas trop m'écarter là-dessus. Tout ça pour dire que des versions différentes d'Elisabeth, voire très différentes, j'en ai vu. Et bah c'était la première fois qu'il y avait vraiment une relation aussi complice entre les deux. Et c'est fou hein, parce que je le redis, mais même après je sais pas combien de temps, ils ont encore trouvé le moyen d'apporter du nouveau dans une pièce aussi vieille. Bon c'est pas la plus vieille du monde non plus, mais voilà, une pièce qui a été à ce point jouée comme Elisabeth quoi. Et en plus de ça, ça sert la direction artistique qu'ils ont amené depuis le début, c'est-à-dire mettre un truc très concret, très réel. La relation d'Elisabeth avec la mort, elle est très naturelle en fait. Quand t'as des tableaux avec la mort qui est là pour un peu parler à Elisabeth et lui dire viens dans mes filets, viens mourir avec moi, on n'a pas l'impression que c'est la mort qui revient hanter Elisabeth dans sa vie pour qu'elle tombe amoureuse de lui. On a vraiment juste l'impression bah ouais, de voir la réunion de deux amis qui ont des points de rendez-vous comme ça, et voir Elisabeth avoir une relation aussi entre guillemets légère avec la mort, un truc qui enlève tout l'aspect très dramatique, très grandiloquent de leur relation à la base. Elle la rend juste concrète, réelle et sincère. Ah oui d'ailleurs un autre truc qui a très bien marché, dont j'ai pas parlé, mais voilà c'est bien de le mentionner, c'est la transition entre les Elisabeth. Effectivement vous avez peut-être remarqué que là sur le livret on a deux personnes qui se tiennent ici. Comme pour le concert d'Elisabeth à Schönbrunn, ils ont pris le parti de changer d'Elisabeth à un moment pour avoir une actrice qui joue Elisabeth quand elle était plus jeune. Il y a eu la transition d'Elisabeth au moment du tableau, parce que voilà, la scène du tableau, le moment où elle est là dans sa belle robe, dans l'image qu'on se fait tous d'Elisabeth, c'est le moment où elle montre vraiment qu'elle a pris de l'assurance, qu'elle va pas se laisser marcher dessus, qu'elle est Sissi fucking impératrice. Ça marque un tournant dans sa vie et dans sa maturité aussi, donc c'est vraiment le moment parfait pour faire la transition d'Elisabeth. Mais bon après ça, quand il y a des mises en scène qui choisissent de prendre deux comédiennes pour faire Elisabeth, c'est en général le moment où ça change. Mais pour le coup, si je connaissais pas du tout la comédienne qui jouait Elisabeth jeune, madame ici présente, qui jouait Elisabeth plus âgée à partir de ce moment-là, c'est Pia Daos. Pia Daos qui, pour votre information, est la toute première comédienne à avoir joué
Elisabeth dans l'histoire de l'humanité. La première fois que j'ai parlé d'Elisabeth dans mon musical reaction sur Elisabeth, la première vidéo de la chaîne, oh là là, j'avais analysé la captation la plus populaire de la pièce avec dans le rôle d'Elisabeth Maya Hagvoord. Maya Hagvoord qui était celle qui jouait Elisabeth plus âgée dans le concert d'Elisabeth que j'avais vu à Vienne. Et Maya Hagvoord qui a joué plein de fois Elisabeth, qui a joué dans plein d'autres comédies musicales viennoises, qui est vraiment une sommité de la comédie musicale autrichienne. Et ben malgré tout, la version que j'ai utilisée pour mon musical reaction n'était pas la version originale d'Elisabeth. Parce que dans la version originale, il y avait plein de trucs qui n'étaient pas encore apportés, qui maintenant font partie intégrante d'Elisabeth, mais qui n'existaient pas encore à l'époque. Et je trouvais que c'était pas la version la plus pertinente à analyser, c'était un peu une version bêta d'Elisabeth. Enfin, ça restait un très beau spectacle, voilà, je dis pas ça, la version bêta c'était peut-être un peu méchant, mais je dis ça en comparaison avec les versions actuelles. Enfin bref, quoi qu'il en soit, là où je veux en venir, c'est que dans la fameuse version originale, la genèse, l'origine story, la toute première fois qu'Elisabeth a été jouée, c'était, si je dis pas de bêtises, en 1992, bah c'était Piados. La première fois qu'Elisabeth a été jouée, quand la pièce a été créée, c'est la Elisabeth originelle. Et donc là, la voir revenir pour jouer Elisabeth, bah déjà personnellement, j'avais encore jamais vu jouer sur scène. J'avais vu Maya Hagvoord à Vienne, mais elle, je l'avais encore jamais vue. Donc quand j'ai vu qu'elle était dans le casting, j'étais très excité à l'idée d'aller voir cette version. Et puis bon voilà, l'effet de la scène du tableau, et puis d'un coup on a Pia de Haas qui est quand même une sommité, qui apparaît sur scène. Ah, ça fait de l'effet, ça fait de l'effet. Après sur le coup, c'était peut-être un petit peu perturbant parce que ça change vraiment de l'une à l'autre très rapidement, et elles ont pas du tout la même voix, elles ont vraiment pas du tout la même voix. Pia de Haas, quand bien même c'est une soprane qui te tape des notes du turfu, elle a quand même un timbre de voix assez rauque, assez grave. Elle a une très belle voix, cela dit, mais une voix très particulière. Tandis que la première comédienne qui jouait Elisabeth jusque là tout au long de la pièce, elle a une voix claire, une voix presque un peu angélique. Non, par ça, il y a deux autres petits trucs que j'ai trouvé un petit peu dommage dans la mise en scène, c'est que ça manquait vraiment de chorégraphie. Elisabeth, c'est quand même une pièce qui est connue pour ses tableaux qui ont à chaque fois une mise en scène folle, des costumes fous, une chanson folle et une chorégraphie qui va avec. Là souvent ça dansait pas. Après voilà, ils ont fait un truc très concret, et donc le fait que ça danse pas à tout bout de champ, ça marche avec l'idée. Mais là le souci c'est que encore une fois on était dans un espèce d'entre-deux. T'avais pas mal de tableaux où ça dansait mais à moitié, enfin ça faisait des petits pas de danse mais pas vraiment de belles chorégraphies super impressionnantes comme on a l'habitude de voir dans Elisabeth. On était vraiment dans un espèce d'entre-deux où ça dansait, mais au final, vu que c'était pas trop des grosses danses très pompeuses comme on peut avoir dans Elisabeth, et du coup j'avais l'impression que la pièce de manière générale ne savait pas trop où se placer en termes de danse et de chorégraphie, donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Et un autre truc qui m'a un peu déçu mais qui est cohérent avec la mise en scène, c'est la mort de Rudolf. Comment Rudolf meurt, il fait une chorégraphie avec la mort, au terme de laquelle la mort l'embrasse, et suite au baiser de la mort, Rudolf meurt. Et là, y a pas eu ce baiser de la mort, mais c'est cohérent. Par exemple, au Festival Bruxellon, la mort n'a pas embrassé Rudolf, mais c'était cohérent avec la mise en scène qu'ils avaient amenée. Là, ils avaient décidé de mettre en scène Rudolf dans le contexte de sa mort réelle, c'est-à-dire un double suicide avec son amante de l'époque. Et là, du coup, il était vraiment avec son amante de l'époque. La mort n'est pas arrivée pour les embrasser tous les deux, quoi. La mort était là, impuissant. Et là, du coup, pourquoi c'est cohérent que la mort n'embrasse pas Rudolf? Parce que là, on comprend bien que pour le coup, la mort, il en a vraiment rien à foutre de Rudolf. Si dans la version originale, on sent bien que à la base, la mort va vers Rudolf pour se rapprocher d'Elisabeth, il y a quand même un peu un lien qui se crée. Là, le lien un peu romantique entre Rudolf et la mort, je l'ai vraiment pas du tout senti. On voit bien que la seule personne avec qui la mort a une relation un minimum forte, c'est avec Elisabeth. Ils sont comme ça, quoi. La mort n'a vraiment Dieu ni d'intérêt pour personne que pour Elisabeth. Là, quand il va vers Rudolf, c'est vraiment juste parce qu'il fait partie des proches d'Elisabeth, et que comme tous les autres proches d'Elisabeth qu'il y a dans la pièce, la mort se rapproche d'eux. En tout cas, j'ai beaucoup moins cette vraie relation touchante qu'il y a entre les deux. Et on pourrait trouver ça dommage qu'il n'y ait pas de relation entre la mort et Rudolf, mais pour le coup, c'était vraiment pas le propos de la pièce. On voit vraiment qu'ils ont tout misé sur une relation d'amitié très forte et très touchante qui va au-delà du romantisme, au-delà de la manipulation et tout ce qu'il y a autour dans la version originale entre la mort et Elisabeth. Et du coup, Rudolf, il a peut-être pas vraiment sa place là-dedans. Bon, assez parlé de la mise en scène, c'était long, il y avait pas mal de trucs à dire. Maintenant, on va parler des costumes. J'ai déjà évoqué le look beaucoup plus moderne de la mort qui est cohérent avec leur mise en scène, ainsi que le look de l'ensemble. Mais sinon, dans la globalité, je vais pas mentir, les costumes m'ont un petit peu déçu. Elisabeth, c'est quand même une pièce connue pour ses costumes d'époque vraiment magnifiques. Et là, pour le coup, des costumes d'époque, on en avait pas trop, quoi. La première Elisabeth, elle a une robe pour tout l'acte 1, elle a pas de changement de robe. Et c'est pas tout, parce que à partir du moment où madame se met en nuisette, elle reste en nuisette, elle a sa petite robe blanche de satin, et elle reste dans sa nuisette de nuit toute la pièce. Pareil pour Pia de Haas, à part son arrivée où là, bien évidemment, elle a la grosse robe du tableau. Sinon, à partir d'un moment, elle est en nuisette. Pareil, robe noire satinée. Alors déjà, est-ce que c'est historiquement correct ou pas? Je sais pas. Mais sinon,
franchement, elle est vraiment en nuisette toute la pièce. Bon, je sais que la pièce est plus du tout sur le même aspect entre guillemets superficielle de la pièce originale, et elle est pas dans des trucs grandioses et tout, c'est pas l'idée, mais pour le coup on est quand même transporté dans le passé, dans un passé où Elisabeth portait quand même plus de robes que cette nuisette de chambre, et là pour le coup j'ai juste eu l'impression qu'il manquait de budget. Par exemple la scène de Wenn ich tanzen will, le moment où t'as l'espèce de petit clash entre Elisabeth et la mort, qui là est plus une petite chanson de boutade entre deux potes, bah là pareil, elle est en nuisette. Ça crée cette relation d'intimité entre les deux et ça peut être ok, mais si elle était pas dans le contexte de je viens de rétablir la paix en Hongrie, je pète la classe, tu vois, là, elle pétait pas la classe, quoi, je suis désolé. Bien sûr, c'est ok de pas avoir 300 000 belles robes pour Elisabeth, de pas lui faire changer de robe à chaque changement de scène, comme ça peut être le cas dans certaines versions, mais de là à laisser Elisabeth en nuisette pendant toute la pièce ou à peu de choses près, c'est limite, hein, quand même, je trouve. Donc voilà, petite déception pour les costumes. Maintenant, les chansons. Niveau traduction, le néerlandais n'étant pas ma langue maternelle, je pourrais pas me prononcer sur les figures de style, etc. Même si, a priori, je crois pouvoir sans trop me mouiller, me dire que c'était pas mal bien traduit. Mais ce qui m'a surtout marqué avec les chansons, c'est l'interprétation. On avait plus du tout l'impression d'entendre les belles chansons d'Elisabeth. C'était vraiment pas juste des belles chansons, c'était des discussions entre les personnages. Bien sûr, cette impression s'était apportée par tout ce qu'ils avaient apporté autour, c'est-à-dire la direction artistique, les relations entre les personnages, et forcément, si les personnages ils sont dans ce contexte-là, avec cette relation-là que la pièce a voulu amener, forcément, ils ne vont pas du tout chanter les chansons de la même manière qu'elles sont chantées dans la pièce de base, avec la mise en scène de base qui n'a rien à voir avec ce qui avait été amené là. Donc c'était juste parfaitement cohérent, mais à tel point que j'avais presque l'impression que c'était plus les mêmes chansons, que les paroles avaient été réarrangées pour coller à la mise en scène, alors que non, la traduction elle était fidèle à l'original. Il n'y avait aucune parole qui avait été changée pour servir la nouvelle mise en scène. Là, vraiment pour le coup, plus que des chansons, c'était vraiment toutes des réelles discussions entre les personnages, et c'était super intéressant et génial de voir les chansons d'Elisabeth interprétées comme ça, et dans ce contexte-là, je les ai vraiment, outre la langue, redécouvertes. Et pour quelqu'un qui s'écoute l'album d'Elisabeth en boucle régulièrement, c'était pas chose aisée de me faire redécouvrir l'album. En tout cas, moi je m'attendais pas à redécouvrir vraiment quoi que ce soit. Et d'ailleurs, ça va être ça la conclusion de cette analyse. Au début, tout au long de la pièce, je savais pas, honnêtement, si j'aimais ce que j'étais en train de regarder. Il y avait plein de trucs qui étaient très curieux, très bizarres, des tableaux pas toujours clairs, la mort qui arrive avec une cigarette, je savais pas si j'aimais bien ou pas. Tout était tellement différent que pour le coup, je savais pas où me positionner, je savais pas si j'aimais bien ce qu'ils étaient en train de faire d'Elisabeth, parce qu'ils ont tellement changé le truc que ça m'a perturbé. Et en fait, c'est pas que j'aimais pas, c'est vraiment juste que j'étais bousculé. Quand bien même j'ai vu pas mal de versions différentes d'Elisabeth, putain mais j'arrête pas de répéter ça, mais comment je me la pète trop, mais je suis insupportable en fait. Elles avaient toutes un peu cette même vibe. Là, elle est vraiment sortie de toutes les zones de confort qu'Elisabeth a pu amener. Elle a vraiment complètement bousculé les codes de la pièce. Elle a pas juste eu des bonnes idées de modernisation, des nouvelles idées de mise en scène qui rendent certains trucs intéressants. Elle a vraiment innové Elisabeth de manière complètement radicale. C'était une version d'Elisabeth beaucoup plus crue, beaucoup plus dure, beaucoup plus rentre dedans, et quand bien même techniquement il y avait plein de trucs qui étaient pas parfaits, au moins ils ont apporté un truc complètement nouveau. Le déroulé de l'histoire et le texte a beau être le même, j'ai presque eu l'impression de ne pas avoir vu Elisabeth, d'avoir vu une autre comédie musicale sur Elisabeth. Moi vraiment qui m'attendais à faire une petite vidéo anniv sympa, on parle un peu d'Elisabeth, on va un peu voir ce que étaient les petits trucs différents qu'ils proposaient, voilà, je m'entends une petite vidéo tranquille. Mais non, c'est pas tranquille du tout, cette pièce n'avait rien à voir, il y avait tellement de trucs à dire dessus, tellement c'était différent. Ils ont vraiment pas eu peur d'avoir fait leur version d'Elisabeth, leur interprétation de l'histoire. Et pour le coup, je suis tellement content d'avoir vu cette pièce parce que franchement, Elisabeth jouer comme ça avec cette idée de direction artistique là et de mise en scène là, c'est pas demain la veille que je reverrai une pièce comme ça. C'est clair que c'est pas au Japon qu'il a joué comme ça. Parle du Japon, bah pour le coup ça c'est l'opposé total du Japon, où le Japon techniquement c'est parfait, les costumes, t'as un changement de costume toutes les 2 scènes, et que des robes incroyables. Il reste vraiment dans le très beau, la vision idéalisée de Sissi et de sa relation avec la mort et de l'Europe et tout ça. Là pour le coup, on est mais dans totalement l'inverse, où techniquement c'est pas forcément parfait, mais c'est brut de décoffrage quoi. Mais du coup, entre une version techniquement parfaite mais qui reste dans ses carcans, ou une version avec des idées qui marchent pas forcément et qui sont pas forcément abouties mais qui sort complètement de ses sentiers battus, qu'est-ce qui est le mieux? Ça je crois que c'est juste une question de point de vue. En tout cas, en ce qui concerne cette pièce là, je peux que la saluer pour l'innovation que c'était, et même si sur le coup ça m'avait perturbé, au final j'ai aimé être perturbé.
loupé. Enfin soit, c'était ma critique sur Elisabeth à la Hague. Une énorme claque, une énorme surprise. J'espère que ça vous aura surpris tout autant que moi. Cette vidéo vous aura plu. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire là-dessus si vous l'avez vu. Si vous avez aimé cette vidéo d'anniversaire autant que moi, n'hésitez surtout pas à la partager. Vous n'avez pas aidé, comme ce simple petit clic, ça donne de la force. Et aussi, si vous voulez ne rien louper pour la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Tout simplement, faites comme chez vous, tout le monde est les bienvenus ici. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine.